Commenter, réforme, débat et pluralisme ont marqué cette session. À la clôture, l'heure est au bilan et aux perspectives. Anta Babacar Ngom interpelle ses collègues sur les attentes du peuple. L'heure n'est plus à l'observation mais à l'action, déclare-t-elle. Ils tournent la page d'un emploi qu'ils n'ont pas choisi de quitter. Après le départ des troupes françaises, les travailleurs de la base militaire de Ouakam se retrouvent brutalement au chômage. Désormais sans travail, ces pères et mères de famille interpellent l'État. Ils demandent de l'aide, du respect et qu'on ne les laisse pas tomber. Sur un tout autre terrain, l'ambassadeur d'Iran au Sénégal monte au front diplomatique. Il revendique le succès militaire contre Israël tout en niant toute ambition nucléaire offensive. Pour lui, les accusations qui visent son pays relèvent d'un prétexte politique, une sortie ferme dans un contexte géopolitique toujours sous haute tension. Et pendant que les tensions montent à l'Est, Bassirou Diomaye Faye imprime sa marque sur la scène internationale. À New York, le chef de l'État sénégalais enchaîne les rencontres de haut niveau lors de la conférence de l'ONU sur le financement du développement, coopération numérique, agriculture, gouvernance. Le Sénégal se positionne. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Rideau sur la première session ordinaire unique de la 15e législature. Les députés ont officiellement bouclé leurs travaux ce lundi, marquant ainsi le début des vacances parlementaires. Une session intense, jalonnée de réformes et de débats parfois houleux, mais globalement saluée pour son pluralisme. Un pluralisme reconnu tant par les blocs parlementaires que par l'exécutif et les présidents d'assemblées africaines invités. Retour sur la cérémonie de clôture dans ce compte-rendu de Mamadou Kanté. Après 7 mois d'intenses travaux, la première session ordinaire unique de la 15e législature vient de s'achever. Une session rythmée par des réformes majeures, des débats parfois houleux et une expression plurielle saluée par le président de l'Assemblée nationale. Dès l'installation de la 15e législature, nous avons dû faire face à une urgence institutionnelle, à savoir le vote du budget 2025 dans des délais extrêmement serrés. Grâce à la mobilisation exemplaire des commissions, nous avons relevé ce défi avec succès. Un avis partagé par les différents groupes parlementaires qui se félicitent de la dynamique enclenchée. Nous avons abattu un intense travail d'élaboration, d'instruction et d'adoption des lois. Nous avons certes travaillé, nous avons même beaucoup travaillé, mais nous savons que beaucoup encore reste à faire. Notre peuple attend de nous une gouvernance exemplaire, des institutions fortes et accessibles et des politiques publiques à la hauteur de ses espérances légitimes. Le gouvernement, pour sa part, réaffirme son engagement à accompagner la deuxième institution du pays dans l'accomplissement de ses missions. Le gouvernement que nous représentons ici agira au mieux pour les intérêts de notre peuple dans l'immédiat. Présents à cette cérémonie de clôture, des présidents d'assemblées africaines ont salué les progrès du Sénégal en matière de pluralisme et de vitalité démocratique. À travers les débats nourris tout au long de cette session qui s'achève, les choix courageux, les décisions engageantes, c'est l'âme de votre peuple qui a vibré dans cet hémicycle. La 15e législature tourne ainsi la page de cette session ordinaire unique, mais le travail parlementaire ne s'interrompt pas pour autant. Une session extraordinaire peut être convoquée à tout moment pour répondre aux urgences du pays. Dans le prolongement de cette clôture, une innovation majeure a été annoncée par l'Assemblée nationale. Une nouvelle dynamique intitulée « Le Parlement chez vous » vise à rapprocher les parlementaires des réalités quotidiennes des Sénégalais. Ce projet ambitionne de faire de chaque député un relais direct des préoccupations citoyennes, une révolution participative pour reconnecter l'institution aux attentes du terrain. À ce titre, un projet de tournée parlementaire intitulé « Le Parlement chez vous » est actuellement à l'étude au sein du Bureau et de la Conférence des présidents. Cette initiative prévoit une tournée dans les 14 régions du pays, qui sera sanctionnée par un rapport consolidé remis à l'exécutif en vue d'une meilleure prise en compte des préoccupations des populations lors de la prochaine session budgétaire.
Dans cette volonté de mieux répondre aux urgences sociales, la voix d'Anta Babacar Ngom s'élève avec fermeté. La présidente de l'ARC appelle les députés à dépasser les discours et à s'engager résolument dans les réformes concrètes. Elle estime que les Sénégalais attendent des mesures claires et efficaces. Car pour elle, il ne suffit plus de siéger, il faut désormais agir. Moi, j'ai pris grand plaisir à faire partie de cette 15e législature. Alors, je l'ai dit et je vais le répéter parce qu'on a entamé quand même cette année, on nous a demandé un temps de grâce. On le disait au début et c'est normal parce que quand un régime vient d'arriver au pouvoir, on ne peut pas s'attendre à ce que tout se mette en place automatiquement. Il faut être réaliste. Il ne faut pas être juste toujours dans une logique d'opposition pour s'opposer. Mais ceci dit, 1 an, 2 ans, les Sénégalais quand même continuent à souffrir. Il est temps que certaines réformes soient réellement mises en place et qu'on le sente, que le Sénégalais, le citoyen lambda qui est chez lui puisse sentir ces réformes, de par même nous, la capacité que nous avons à porter leur voix, de par les projets de loi que nous votons, etc., etc. Donc, il est temps réellement que le gouvernement maintenant se mette en place et que les réformes se fassent sentir. En écho à cet appel à l'action, l'heure est au bilan. La session ordinaire unique s'achève, offrant un regard rétrospectif sur les travaux de la 15e législature. Celle-ci aura été marquée par des réformes d'envergure et des décisions fortes, dont la levée de l'immunité parlementaire de certaines figures politiques. Récit de Moussa Mané. Lundi 2 décembre 2024 marque l'installation officielle des députés élus lors des élections législatives anticipées du 17 novembre. La première session de la 15e législature a débuté dans un contexte politique largement favorable au parti au pouvoir qui a obtenu une majorité écrasante de 130 sièges sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. Les résultats définitifs publiés par le Conseil constitutionnel ont confirmé la nette avance de la coalition PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette 15e législature s'ouvre sous le signe d'une attente accrue des citoyens. Il s'agit de la rupture. El Malick Ndiaye a été élu au perchoir de l'hémicycle par les députés. Avec 134 voix, depuis lors, plusieurs réformes ont été engagées. Le passage de Ousmane Sonko devant les députés a été un moment fort, une séance qui vise à renforcer le contrôle de l'Assemblée nationale et permet aux parlementaires d'exercer pleinement leur mission de veille pour la bonne marche des affaires. La 15e législature est aussi marquée par les décisions de justice. Plusieurs hommes politiques, surtout de l'ancien régime, ont vu leur immunité parlementaire être levée. Farba Ngom, membre très influent de l'APR, a vu son immunité parlementaire levée. Maire des Agnam, dans le département de Matam, il est soupçonné par la justice d'être impliqué dans un scandale financier. Mais pas que lui, Moustapha Diop, ancien ministre et maire de Louga, Ndeye Saly Diop Dieng, ancien ministre de la Femme. La 15e législature, c'est aussi plusieurs questions écrites adressées aux ministres, le vote du budget sans débat avec la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, la loi interprétative de la loi d'amnistie et aussi la modification récente du règlement intérieur. Dans un tout autre registre, la justice vient de trancher dans l'affaire de diffamation opposant Mimi Touré à Cheikh Yérim Seck. Le tribunal correctionnel a relaxé le journaliste contredisant les réquisitions du procureur. Mimi Touré, qui réclamait 500 millions de francs CFA en dommages, a été débouté. Cette affaire faisait suite à un article polémique publié sur Sénéweb en octobre 2024. Ils sont désormais d'anciens travailleurs. Ce 30 juin marque la fin de plusieurs années de service au sein de la base militaire française de Ouakam. Des pères et des mères de famille se retrouvent brusquement au chômage suite au départ des troupes françaises. Face à la presse cet après-midi, ces ex-employés ont lancé un appel solennel à l'État. Ils réclament un accompagnement concret, des mesures de soutien et surtout qu'on ne les abandonne pas à leur sort. Juin, ils franchissent une dernière fois les grilles de la base militaire française de Ouakam, où ils ont travaillé pendant plusieurs années. Ce jour marque le dernier jour de travail pour les personnels civils de recrutement local. Licenciés à la suite de la décision des autorités étatiques de mettre fin à la présence des bases militaires françaises au Sénégal, ces hommes et ces femmes quittent l'enceinte le cœur lourd et les yeux imbibés par l'incertitude. Nous respectons cette décision. Cependant, étant des Sénégalais, nous demandons que la réparation soit faite.
Rassemblés devant les lieux ce lundi, ils ont lancé un appel aux autorités, un cri du cœur pour ne pas être abandonnés. Parmi leurs principales attentes, leur reclassement dans la fonction publique afin de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de leur famille. Notre attente, c'est le reclassement au niveau des services de l'État, au niveau de la fonction publique. Parce qu'en fait, c'est du personnel qualifié qui est là. Ces ex-travailleurs assurent avoir saisi le chef de l'État et lui avoir remis un document détaillant leur doléance. Mais 3 mois plus tard, aucune réponse, un silence qui amplifie leur détresse. Et à ce jour, nous n'avons encore pas eu de retour de cela. Parce que ce qu'on voulait éviter, c'est en fait de finir le 30 juin sans avoir de réponse. Plus de 200 employés directs et indirects travaillaient à la base militaire française de Ouakam. Aujourd'hui, ces cuisiniers, agents d'entretien, chauffeurs ou prestataires se retrouvent au chômage après des années de service. Djibril Diallo, à la veille du baccalauréat 2025, l'heure est au dernier réglage dans plusieurs établissements. À Keur Massar, le lycée de la zone de recasement a fait peau neuve grâce à l'implication des ASC, nettoyage, réaménagement et ambiance studieuse. Tout est prêt pour accueillir les candidats. La mobilisation témoigne de l'importance accordée à cet examen national. Le lycée zone de recasement de Keur Massar fait son dernier toilettage pour offrir un visage reluisant et paisible aux candidats qui vont passer leur baccalauréat d'investissement humain et l'initiative de l'Alliance des ASC unis de Keur Massar. Nous pensons que pour d'abord que les élèves et les examinateurs soient dans les meilleures conditions, il faut qu'on rende ce cadre-là approprié. Et là, je pense que c'est ça qui a motivé les deux zones, venir dans cette lycée-là, essayer de rendre cette lycée-là propre, que vraiment le jour J, que toutes les conditions puissent être réunies pour qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. Le proviseur du lycée, par le biais de son représentant, magnifie ce geste citoyen. Le lycée zone de recasement abrite presque plus de 4500 élèves. D'habitude, chaque année, on aura 4 jurys, mais cette année-ci, faute de table-banc et autres, on n'a que 2 jurys. Et sur ce, vraiment, le proviseur aussi félicite l'ensemble des ASC mobilisés ici, à savoir les ASC de la zone 5A et de la zone 5, et aussi les associations qui sont là, l'association des parents d'élèves, les Moussacidines, UCZ, Promojet et Cadre de vie. Tout le monde est là vraiment pour rendre le lycée merveilleux, en fin de compte que les élèves viennent composer dans de très bonnes conditions. Le président des parents d'élèves, quant à lui, appelle les candidats au respect des interdits. Donc moi je lance un appel à tous nos enfants, tous les élèves, vraiment de laisser leur portable chez eux. Bon, on a étudié toute une année pour faire un examen et je lui souhaite bon sens quand même. Mais le portable là, qu'il laisse à la maison. D'autres actions sont également prévues pour le lycée de jeunes de recasement. Nous, l'Alliance des ASC unis, nous allons faire quelque chose pour que les bibliothèques soient fonctionnelles, mais aussi l'infirmerie. Parce que bon, l'hôpital, c'est pas loin, mais bon, si on a un infirmier bien équipé, si un élève est malade, c'est pas la peine d'aller jusqu'à l'hôpital, on va le soigner ici. La dite alliance compte pérenniser et démultiplier ses actions citoyennes. Sur un tout autre front, celui de la sécurité alimentaire, les femmes de Bambilor misent sur l'élevage familial pour sortir de la précarité. Malgré les contraintes d'accès aux intrants et au matériel, elles ne baissent pas les bras. Un appui de taille leur est parvenu de l'ambassade de Thaïlande pour booster leurs activités. Un geste qui redonne souffle et espoir à un secteur souvent marginalisé. Lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, entre autres dans la zone de Bambilor, l'élevage familial est considéré comme un des leviers pour sortir les familles du calvaire. Pour cela, les femmes jouent un grand rôle. Elles sont la plupart dans cette filière avicole. Et aujourd'hui, nous sommes là. La Thaïlande a approché la FAO afin de donner son appui technique pour les aider à identifier d'abord le besoin et ensuite à acheter le matériel pour pouvoir faire cette remise aujourd'hui. Et donc nous ne pouvons que remercier Monsieur l'ambassadeur pour ce geste fort qui est symbolique mais également vraiment qui démontre son engagement personnel,
en faveur de la sécurité alimentaire ici au Sénégal. L'État a des efforts à faire dans le secteur agricole, un secteur pourvoyeur d'emplois et porteur d'opportunités diverses. Famille rurale bu nekk soo fa doon poulailler bu ndaw régler problème bi poulailler bu ndaw su famille bu nekk yore 100 ganaar par an dinañu am ganaar dinañu am nen famille dinañu am du ndaw duñu régler seen problème. À l'occasion de cette cérémonie, les femmes de Bambilor ont bénéficié d'un appui divers pour l'amélioration de leurs conditions de travail. tey jigéen yi laay ñaax bu la nit indilee loo xam ne lii sa njëriñ la da nga war a toogaat waxtaan ak mbooloo mi mais waxtaan ak waa dëkk bi waxtaan ak mairie ngeen seet naka ngeen koy ŋànkee ba nga xam ne jigéen ñi bu ñu fi jógee bu ñu tuddee ganaar bu ñu tuddul beneen dëkk mais ñu tudd Bambilor. Cet appui vient de l'ambassade thaïlandaise au Sénégal. Dans un climat géopolitique tendu, l'ambassadeur d'Iran au Sénégal assume la riposte de son pays contre Israël. Il défend les frappes comme un succès militaire tout en réfutant les accusations de visée nucléaire offensive. Pour lui, ces allégations ne sont que des prétextes pour affaiblir l'Iran. Il réaffirme la légitimité de son pays à développer son programme nucléaire à des fins pacifiques. Ils avaient un programme pour dire qu'en 4 jours, l'Iran va disparaître. Donc le programme était qu'ils vont martyriser les commandants, les généraux, mais en même temps, certains scientifiques de la République islamique d'Iran, ils ne croyaient pas que l'Iran a cette possibilité et cette capacité de remplacer ses commandants en 4 heures de temps, après avoir les martyrisés. Ils ont sous-estimé la puissance balistique de la République islamique d'Iran. Soit disant que bon, peut-être avec leur dôme de fer, ils peuvent contrer la puissance balistique de la République islamique d'Iran. Mais si nous voyons la situation, les missiles de la République islamique d'Iran, ils ont traversé plus de 4 barrages avec l'aide de certains pays pour contrer ces missiles. Mais ces missiles ont atteint leur objectif. L'Iran revendique son droit légitime à développer son programme nucléaire civil et dément vouloir se doter de l'arme atomique. L'extrait que vous venez de suivre est tiré de l'entretien que l'ambassadeur a accordé à 7TV. L'intégralité sera diffusée ce mercredi à partir de 21h30. Dans un tout autre cadre, le président Bassirou Diomaye Faye a multiplié les échanges lors de la 4e conférence de l'ONU sur le financement du développement avec ses interlocuteurs d'Espagne, d'Estonie ou encore de la Banque mondiale. Il a plaidé pour une coopération équitable et souveraine. L'agriculture, le numérique et la gouvernance migratoire étaient au menu de ces rencontres. Une diplomatie offensive pour asseoir la vision économique du nouveau régime. Sur la scène internationale, toujours, le climat reste au cœur des préoccupations. Le secrétaire général de l'ONU a tiré la sonnette d'alarme lors de ce sommet sur le développement face aux catastrophes naturelles et aux conflits. Il appelle à un sursaut collectif. L'objectif de cette conférence, dite FFD4, la 4e du genre depuis 2002, est de trouver des solutions pour les pays du Sud confrontés, selon les Nations Unies, à un déficit de financement estimé à 4 000 milliards de dollars par an, tenir les objectifs de développement durable. Au moins 50 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Séville, dans le sud de l'Espagne, pour une rencontre de 4 jours aux côtés du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, du président français Emmanuel Macron et même du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, ainsi que des experts et 4 000 représentants de la société civile. Les États-Unis, pour leur part, n'enverront aucun représentant. Au premier jour de cette rencontre, Antonio Guterres a soutenu que le développement et son grand catalyseur, la coopération internationale, sont confrontés à des vents contraires massifs. Dans ce contexte, il faut accélérer les investissements, réparer et relancer le moteur du développement. Cette rencontre se tient dans un contexte particulièrement sombre pour l'aide au développement, touchée de plein fouet par la réduction de l'aide humanitaire décidée par le président américain Donald Trump, qui a supprimé 83% des financements de programmes à l'étranger de l'agence de développement USAID.
Pendant ce temps, la tension monte d'un cran au Togo. Des manifestations populaires secouent le régime en place et des corps sans vie ont été repêchés dans la lagune. À ce jour, 7 morts sont recensés, suscitant colère et effroi sur place. L'atmosphère est aussi lourde que l'incertitude politique. Du 26 au 28 juin, plusieurs quartiers de Lomé ont été secoués par des manifestations marquées par des scènes de tension qui ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés selon la société civile. Les manifestants, pour la plupart des jeunes, réclamaient non seulement la fin des intimidations politiques, mais aussi la reconnaissance de leur droit fondamental à l'expression. La tension est montée d'un cran au Togo depuis la transformation du régime présidentiel en un système parlementaire au printemps 2025. Si cette réforme a été présentée comme un tournant institutionnel, elle a surtout été perçue par une partie de la population comme une manœuvre de Faure Gnassingbé pour prolonger son emprise sur la